Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir à l'occasion de ce 10e webinaire de l'année de la JE, Michel Forst, qui est rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention d'Aarhus. Il nous expliquera de quoi il retourne. Avec Sainte-Soline ou les écureuils du projet d'autoroute A69, la France a découvert l'existence de ce rapporteur de l'ONU. Si le poste est nouveau, son titulaire que nous recevons aujourd'hui, et lui est bien connu, notamment des défenseurs de droits de l'homme, puisque après avoir fait ses classes aux Amis de la Terre dans les années 70, d'ailleurs il a pu côtoyer certains des membres de la JE. Michel Forst a dirigé la branche française d'Amnesty International, puis la Ligue nationale contre le cancer ou la CIMAN. Après un rapide passage à l'UNESCO, il a pris les rênes du service international pour les droits de l'homme. Il organise à ce titre deux sommets onusiens sur le sujet, ce qui lui vaudra par la suite de diriger des missions de l'ONU et d'occuper le poste de rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Il y a 2 ans, il est donc devenu le premier rapporteur spécial sur les défenseurs de l'environnement. Et il y a quelques semaines maintenant, il a publié un papier de positionnement consacré à la répression par l'État des manifestations et de la désobéissance civile environnementale. Dans ce document dont nous allons parler tout de suite, il dénonce les dérives des forces de maintien de l'ordre, notamment le harcèlement, les poursuites, les maltraitances des journalistes, de nous couvrir les manifestations environnementales. Il dénonce également la criminalisation de mouvements environnementalistes, la restriction de l'espace civique et l'exercice des libertés fondamentales. Autant de sujets qui méritent notre intérêt. Michel Forst, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, qu'est-ce que le rapporteur spécial de l'ONU? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle est la durée de son mandat? Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Peut-être rapidement pour présenter ce mandat, je voudrais rappeler que lorsque j'étais rapporteur spécial sur les défenseurs en général, j'avais publié en 2016 un important rapport qui était le premier rapport des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, dans lequel, après avoir consulté très largement sur les 5 continents des défenseurs de l'environnement, des communautés locales, des populations autochtones, j'avais constaté qu'ils étaient parmi celles et ceux qui étaient le plus en danger parmi les défenseurs. Et donc ça a donné lieu ensuite à l'adoption par les Nations Unies d'une résolution en 2019 demandant aux États d'être plus vigilants sur la protection des défenseurs de l'environnement. Et surtout, ça donnait en fait une qualification, une définition plus claire de ce que sont les défenseurs de l'environnement et pourquoi ils méritaient une protection particulière de la part des États et de la part des Nations Unies. Et en 2020, j'ai donc quitté ce premier mandat aux Nations Unies. Et puis, en 2021, les États qui sont partis à la Convention d'Aarhus, une convention que vous connaissez tous, j'imagine, ont constaté que, y compris dans les pays de la zone Aarhus, les défenseurs de l'environnement étaient menacés, attaqués, souvent de manière assez subtile, mais très efficace de la part de quelques États. Et donc, ont décidé de créer ce qu'ils ont appelé un mécanisme de réaction rapide pour la protection des défenseurs de l'environnement. Et comme c'est une convention qui est une convention qui s'inscrit dans le cadre des Nations Unies, ils ont voulu donc incarner le poste en lui donnant le titre de rapporteur spécial des Nations Unies pour le mettre en adéquation avec les autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont des méthodes de travail communes, des outils communs et donc une reconnaissance commune de la part des États. Alors justement, quel est votre travail quotidien? Euh, Comment est-il déterminé et à quoi doit-il aboutir? Alors, il est clairement établi que le mandat, comme les autres mandats, ne peut agir que sur la base d'une plainte que je reçois de la part d'une personne ou d'un individu ou d'une communauté. Et lorsque je reçois une plainte de quelque pays qu'elle soit, on pourra revenir après sur disons le contexte dans lequel je peux intervenir. La première des tâches, c'est de vérifier l'information pour éviter d'être manipulé parce que bien souvent, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sont manipulés par les États qui essaient de décrédibiliser leur travail. Et donc le travail que je fais est donc d'essayer avec mon équipe de vérifier que l'information est sérieuse, que la personne est réellement menacée, qu'elle est connue comme étant un défenseur de l'environnement, qu'elle répond aux définitions internationales. Et ensuite, eh bien, avec mon équipe, une fois que l'information est vérifiée, on utilise les méthodes traditionnelles des rapporteurs spéciaux pour intervenir. Alors, les menaces peuvent venir soit de la part des États,
et pour ce qui concerne les défenseurs de l'environnement, c'est souvent les entreprises internationales qui sont plus dangereuses que les États. Et donc la première des méthodes la plus communément utilisée est ce qu'on appelle une lettre d'allégation. Et le nom indique bien ce que cette lettre. Ce n'est pas une lettre d'accusation, mais une lettre dans laquelle on vient partager avec l'État ou avec l'entreprise une série d'allégations sur des menaces reçues par des communautés locales, des défenseurs de l'environnement. Et on rappelle simplement le cadre dans lequel s'inscrit le mandat et on demande à l'État ou à l'entreprise de venir confirmer qu'une enquête a bien eu lieu ou qu'elle aura lieu et donc de répondre à quelques questions portant sur l'allégation que nous avons reçue de la part des personnes qui se disent menacées. Cette lettre est confidentielle pendant 60 jours et au bout de 60 jours, l'État ou l'entreprise doit répondre. Le délai, en fait, est fixé clairement par les textes. Et ensuite, ma lettre d'allégation et la réponse de l'État est publiée sur le site des Nations Unies. Donc, c'est la première étape qui, en fait, est le point de départ d'une série d'actions beaucoup plus confidentielles dans lesquelles on poursuit l'activité, l'action jusqu'à l'obtention de résultats concrets. On utilise bien évidemment toutes sortes de méthodes qui vont de la diplomatie confidentielle à des méthodes un peu plus fortes qui consistent à faire monter un peu la pression quand on sent que l'entreprise ou que l'État a du mal ou ne veut pas répondre clairement à cette lettre d'allégation. Un rapporteur agit seul ou il a une équipe autour de lui? Alors, un rapporteur agit toujours dans le cadre d'un mandat qui lui a été confié par les États. Donc c'est une élection officielle pour une durée, vous avez posé la question pour ma part, de 5 ans, renouvelable une fois pour 2 ans. C'est un mandat nouveau, donc il a fallu un peu de temps pour le créer. Donc on a estimé qu'il fallait que je puisse l'installer. Et je suis entouré d'une équipe qui est basée aux Nations Unies, à Genève, qui m'entoure. Mais comme souvent les moyens sont insuffisants, j'ai également des financements qui viennent disons, de fondations internationales qui estiment important de soutenir le travail des rapporteurs spéciaux. Et donc j'ai par exemple 2 salariés supplémentaires qui sont payés par des fondations internationales et qui viennent m'aider à compléter le financement qui vient de la part des États et de la part des Nations Unies. Il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts justement entre ces financements privés qui sont souvent abondés par des fondations d'entreprises et des multinationales sur lesquelles vous pourriez enquêter. Alors évidemment, je suis attentif à éviter tout risque non seulement de conflit d'intérêts, mais de perception de conflit d'intérêts. Et donc les fondations qui me soutiennent sont des financements qui sont plutôt des fondations qui sont financées par des personnes privées et non pas par des entreprises, qui sont des fondations internationales qui soutiennent un grand nombre de projets internationaux. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, au papier de positionnement que vous avez publié au mois de mars. Quelles sont les principales conclusions que vous tirez de votre première enquête finalement? Alors écoutez, d'abord peut-être je voudrais préciser que ça n'est pas un choix au départ de faire ce rapport, mais c'est parce que ma méthode de travail consiste, une fois élu à un mandat aux Nations Unies, à d'abord me déplacer dans différents pays pour essayer d'expliquer au mieux le mandat aux États, euh, demander leur soutien politique, leur soutien financier également, également pour en profiter pour rencontrer les personnes qui sont l'objet du mandat. Et donc j'ai commencé par faire un tour d'Europe. Je suis allé dans une vingtaine de capitales pour rencontrer les États, essentiellement Union européenne, mais aussi des pays comme la Suisse ou la Norvège qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais néanmoins intéressants à rencontrer. Et j'en ai profité pour inviter à des rencontres des défenseurs de l'environnement de ces pays-là. Et j'ai été frappé de voir le nombre de militants du climat, défenseurs de l'environnement, qui venaient me rencontrer pour me raconter, témoigner de la manière dont leur combat était menacé, parfois eux-mêmes étaient directement menacés. Et donc c'est à la suite de c'est une vingtaine de visites dans les pays, de ces rencontres avec des centaines de militants environnementaux, que j'ai considéré qu'il y a un véritable problème de démocratie, d'état de droit, de risque de liberté publique, que j'ai décidé de publier ce premier rapport, qui est, comme vous l'avez rappelé,
Valérie, et c'est un papier de positionnement. Donc c'est la première étape pour dire voilà ce que j'ai rencontré, voilà comment je me situe par rapport à ce problème. Et ensuite, je suis en train de préparer maintenant avec mon équipe et des partenaires internationaux un deuxième document qui sera plus un outil destiné à guider les États dans leur réponse, la meilleure réponse à apporter aux militants du climat qui utilisent des méthodes non conventionnelles comme la désobéissance civile, pour protester contre l'inaction des États à mettre en œuvre les accords de Paris. Et donc ce deuxième papier va sortir dans les mois qui viennent, avec l'idée, disons, de aider les États à mieux appréhender la situation dans laquelle auxquelles ils sont confrontés dans leurs États, et avoir une réponse qui soit plus conforme au droit international. Parce que ce que je constate, et on va en parler tout à l'heure, c'est que bien évidemment, il y a un grand écart entre la manière dont les États répondent à ces jeunes militants et les obligations internationales que les États ont contractées en signant et ratifiant des pactes internationaux relatifs à la protection des droits humains et de l'environnement. Alors justement, quelles sont les grandes conclusions de votre premier rapport? Alors, j'essaie de les dérouler de manière un peu logique. Et donc, le premier des constats que j'ai pu faire, c'est le rôle de la parole publique, hein. Je frappais de voir que en Allemagne, en Autriche, en France, en Grande-Bretagne récemment, on voit des ministres, parfois des premiers ministres en exercice, utiliser des mots très forts pour qualifier les militants de l'environnement. On entend des mots comme écoterroristes, on l'a vu en France, mais également de la part du ministre de l'Intérieur, mais également à l'étranger, en Autriche, en Allemagne. Récemment, Premier ministre de Grande-Bretagne utilise également un terme très fort de éco-zélote. On utilise des mots comme Khmer vert ou Taliban vert. Et pour les personnes qui ont connu les Khmers ou les talibans, ou qui connaissent les talibans, on voit le grand écart qui peut exister entre ces militants non violents par nature et la qualification qui leur est apportée. Et ça n'est pas anodin parce que cette parole publique de la part de ministres, de la part de responsables gouvernementaux, de la part de parlementaires, a un impact sur la manière dont l'opinion publique perçoit. Ça veut dire que c'est non seulement les militants qui sont décrédibilisés par cette parole publique, mais également la cause pour laquelle ils s'engagent, qui est l'objet de discrimination. Et quand on traite quelqu'un de terroriste, parce qu'il s'engage pour le climat, il y a une assimilation qui progressivement se fait entre le fait que la défense de l'environnement, du climat, c'est un acte terroriste et qui donc justifierait l'emploi de méthodes particulièrement musclées pour répondre à ces militants. Et donc on voit ensuite se dérouler une chaîne dans laquelle, eh bien, à l'heure actuelle, sur le plan européen, on voit les États utiliser, par exemple, la bataille, l'arsenal de législation antiterroriste pour viser directement les militants du climat. On le voit dans un grand nombre de pays européens, mais on voit également des États décider d'adopter des législations spécifiques pour viser plus particulièrement ces militants environnementaux et ces militants du climat. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne à l'heure actuelle. Et on voit que le développement de ces lois, qui pour moi sont liberticides, a également un impact sur la manière dont la population perçoit ces jeunes militants du climat. Et Alors, qu'est-ce ensuite, que ces lois, pardonnez-moi, qu'est-ce que ces lois prévoient, par exemple? eh bien, elle prévoit par exemple que euh, dès lors qu'une personne est suspectée de complicité avec des terroristes, bien évidemment, on a toute la batterie des lois qui ont été adoptées déjà, comme par exemple en France ou à l'étranger, qui vont permettre aux policiers et aux enquêteurs, disons, d'aller directement euh, arrêter les personnes, les menacer, les mettre en détention préventive. On a en Allemagne des dispositions nouvelles qui permettent d'arrêter et de mettre en détention préventive des militants du climat jusqu'à 30 jours, avec bien sûr la présence d'un avocat, renouvelable une fois. Et donc ces lois se développent à l'heure actuelle de manière assez rapide. En Grande-Bretagne, on a en 2022 et 2023 adopté deux grandes lois pour la police, permettant à la police des pouvoirs, donnant à la police des pouvoirs d'investigation beaucoup plus forts, permettant là aussi d'arrêter de manière très préventive des militants pour les empêcher d'aller manifester. On a dans plusieurs pays des mesures qui sont édictées qui permettent d'interdire une zone dans laquelle une manifestation va se produire, et même des militants qui n'ont pas l'intention de se déplacer dans cette zone pour aller protester se voient de manière arbitraire recevoir une injonction de la part du juge ou parfois de la part de la police
lui interdisant de se déplacer pendant une période de 30 jours pour aller dans n'importe quel lieu dans lequel une manifestation pourrait avoir lieu. Et on voit des jeunes militants me raconter que, par exemple, ils sont étudiants et pendant une période déterminée, ils ne peuvent plus aller à l'université parce que l'université se trouve dans une zone qui est protégée par une loi qui permet de protéger et d'interdire de manifester dans ce périmètre, hein. Donc ce développement de législation, en fait, hein, de plus en plus important, est quelque chose qui menace effectivement le droit de manifester, qui est un droit reconnu par les textes internationaux. On a également en Italie l'utilisation de lois anti-mafia, et donc on va qualifier les militants environnementaux, qui sont des militants du climat, de mafieux, et donc d'utiliser les lois anti-mafia pour là aussi, de manière préventive, aller mener des raids pour les arrêter, pour fouiller leur ordinateur, fouiller leur domicile. Et donc, c'est quelque chose qui est assez inquiétant de mon point de vue, cette législation qui se développe, hein. Est-ce qu'on peut voir un lien entre la profusion de ces législations liberticides et le fait que, à l'occasion notamment des élections européennes, on voit un certain nombre de groupes politiques s'en prendre là aussi violemment cette fois aux lois environnementales, je pense au Pacte vert, et le fait qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de partis politiques qui militent en faveur du détricotage de ce paquet législatif. Oui, très certainement, ça contribue en fait de manière très, très claire à cet environnement qui est un environnement malsain dans lequel les militants environnementaux, les militants du climat vivent à l'heure actuelle. Et Pardon, attendez, Véronique Hamel, pouvez-vous couper votre micro? Véronique Hamel, pouvez-vous couper votre micro? Merci. Pardonnez-moi. je vous en prie, donc effectivement, donc ce contexte que vous décrivez est un contexte qui est assez nocif, et c'est le contexte dans lequel effectivement certains États, profitant de cet environnement un peu compliqué, décident de développer de nouvelles mesures, de nouvelles législations qui visent directement les militants du climat. Ce qui est évident aussi, c'est que les méthodes employées par les militants sont des méthodes qui posent des questions, bien évidemment, hein. Bloquer l'accès à un aéroport, interrompre le trafic pendant une demi-heure, aller jeter de la soupe ou de la peinture sur le socle, sur la vitre d'un tableau ou d'un monument, c'est quelque chose qui perturbe effectivement. Et donc c'est devant la perturbation que ces militants imposent à la société que les États réagissent par des mesures qui sont tout à fait disproportionnées par rapport à l'activité menée par les militants. Est-ce que vous avez observé donc cette situation que vous décrivez uniquement en Europe ou est-ce qu'on voit ça aussi en Amérique latine, en Amérique du Nord ou ailleurs? Alors pour l'instant, le rapport, comme vous l'avez constaté, se limite aux pays que j'ai pu visiter, donc essentiellement une vingtaine de pays en Europe. Mais depuis que le rapport a été rendu public et qu'il est sur les réseaux sociaux et qu'il a été mis sur le site des Nations Unies, je reçois beaucoup d'appels, de messages qui viennent des États-Unis, vous l'avez dit, d'Amérique latine, d'Afrique, dans lequel on me dit effectivement que les militants du climat qui utilisent les mêmes méthodes sont confrontés aussi aux mêmes modalités de répression de la part des États. Enfin, ce que j'ai écrit également dans le rapport, Valérie, c'est il y a beaucoup de choses également sur le comportement de la police, qui est aussi intéressant à noter, sur le fait que, encouragé par le fait qu'il y a un contexte un peu nocif, hein, que la parole publique se libère, eh bien, on voit la police effectivement agir de manière assez violente contre les militants du climat. On a des images, vidéos qui circulent à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux qui montrent en Allemagne, par exemple, l'utilisation de méthodes extrêmement violentes pour arrêter les militants du climat avec une prise qu'on appelle pain brief, donc une prise dans laquelle on retourne le poignet en arrière des militants pour les sortir de la route, qui est pour moi un acte de torture. J'ai des témoignages extrêmement nombreux que j'ai reçus lors de mes visites au Portugal, en Espagne, au Danemark également, de manière assez étonnante, dans lesquels on voit un groupe de militants arrêtés, les femmes être séparées des hommes, les femmes être emmenées dans une cellule ensemble, et un policier homme leur demande de se dévêtir et de s'accroupir, donc et sans réaction officielle, sans protestation officielle de la part de l'État. Et quand j'ai posé des questions, on m'a dit que le policier a été
sanctionné, mais j'ai aucune preuve que effectivement la sanction a pu avoir lieu. On a des privations de sommeil, privation de nourriture, on a le refus d'avoir un accès à l'avocat, contrairement aux textes nationaux de l'État concerné. Donc un comportement policier également assez inquiétant, outre bien évidemment les violences qu'on a pu constater dans les grandes manifestations, comme en France, où là la France se distingue par un niveau de violence bien plus fort que dans d'autres pays sur le plan européen. Ça rappelle de sombres heures, notamment en Allemagne, de la répression de la bande à Bader en particulier. Oui, alors j'irai pas jusqu'à faire ce parallèle, mais effectivement, donc on était à l'époque, on avait affaire à l'armée rouge, donc la fraction armée, qui étaient les groupes terroristes, et donc cette assimilation entre écoterroristes et terroristes est effectivement quelque chose qui est frappant. Et les méthodes employées par la police allemande sont assez inquiétantes. J'ai eu l'occasion d'en parler et je vais de nouveau le faire avec les autorités allemandes pour attirer leur attention sur le fait que certaines formes de violence policière sont à l'heure actuelle des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture. Quelles sont justement les premières réactions des gouvernements que vous avez directement ou indirectement mises en cause? Alors, ça va disons, du silence total, où il y a pas de réponse officielle pour le moment, à des signaux qui sont des signaux plus positifs, dans lesquels disons on salue le fait que l'initiative a été possible, et certains États annoncent leur volonté de coopérer avec le mandat pour vérifier de quelle manière, un peu plus tard, le rapport que je vais sortir sur la réponse à l'obéissance civile peut être utilisée dans les pays. Et puis, je suis invité également par quelques pays à venir de nouveau les rencontrer pour regarder de manière plus concrète des plaintes que j'ai pu recevoir, que j'ai pu traiter avec ces pays-là. C'est le cas de la Grande-Bretagne, de la Suisse ou de l'Allemagne. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre de suite la séance de questions-réponses. Y a-t-il déjà des questions, des remarques, chers confrères, chers consoeurs? N'hésitez pas. Alors, je vais continuer. Alors, quand pensez-vous pouvoir publier le rapport définitif, s'il est définitif? Alors, le rapport est en cours d'élaboration. Il sera rendu public aux Nations Unies sans doute vers le mois de septembre ou octobre, parce qu'il y a beaucoup de consultations à l'heure actuelle et il faut qu'on regarde les textes nationaux pour être sûr qu'on répond véritablement à non seulement aux préoccupations d'un État, mais de plusieurs États. Et on a des systèmes juridiques extrêmement variés en Europe. Et donc, il faut qu'on étudie l'impact de ces recommandations sur l'ensemble des systèmes juridiques. Peut-être un mot, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Mais juste un mot que j'ai oublié de préciser, Valérie, sur la notion de désobéissance civile. Je pense que ce serait intéressant pour ce webinaire également de clarifier un peu ce qu'on entend sur le plan international par désobéissance civile. Parce qu'effectivement, ces jeunes militants qui utilisent des méthodes non conventionnelles, on les qualifie de désobéissance civile. Et pour ma part, j'ai en fait adopté une série de 4 critères cumulatifs pour qualifier un acte de désobéissance civile et donc être protégé par le mandat et par le droit international. Le premier, c'est un acte par lequel un militant, une personne ou un groupe de militants décide délibérément de transgresser une loi symbolique. Deuxième critère de le faire pour transgresser la loi pour défendre une cause, protester contre une loi, une politique publique qui lui semble injuste. Troisième critère, de le faire de manière non violente, et on pourra expliquer ce qu'est la violence pour ce qui concerne mon mandat. Et le quatrième critère, c'est de le faire dans la sphère publique, et donc pas dans son arrière-cour ou dans son appartement. Et ces critères cumulatifs, désobéir à la loi volontairement, le faire pour protester contre une loi injuste, le faire dans l'espace public et le faire non violent, de manière non violente, c'est ces 4 critères qui, pour moi, qualifient un acte de désobéissance civile et donc décide ou non d'intervenir pour protéger une personne qui a été arrêtée, traduite devant les justices pour avoir enfreint la loi. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les tribunaux nationaux méconnaissent un aspect important qui est que cette fameuse désobéissance civile, elle est protégée par le droit international.
Et on a, vous le savez peut-être déjà, en fait, ce qu'on appelle le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est donc l'un des deux grands pactes sur lesquels se fonde le droit international des droits de l'homme, qui, dans son article 21, qui vient expliquer ce qu'est le droit de manifester, clairement explicite ce qu'est la désobéissance civile et en quoi elle est protégée, en disant clairement que la perturbation imposée par des militants qui utilisent la désobéissance civile doit être considérée avec tolérance et ne doit en aucun cas être pénalisé ou criminalisé par les États. Et donc on voit que les États méconnaissent cette recommandation qui vient du comité du pacte sur le droit de manifester. Et à l'heure actuelle, j'observe beaucoup de militants qui sont à l'heure actuelle traduits en justice et qui sont parfois condamnés de manière assez brutale et violente par la justice de leur pays. Juste quelques exemples, Valérie, pour l'illustrer. En Grande-Bretagne, c'est maintenant 27 mois de prison ferme, 30 mois de prison ferme pour avoir bloqué un pont, bloqué un accès à un aéroport. En Grande-Bretagne encore, on voit le juge judiciaire refuser à la personne mise en cause et à son avocat d'invoquer la cause pour laquelle il a décidé d'enfreindre la loi. Ça veut dire que le juge ordonne à l'avocat de ne pas prononcer le mot climat. Et l'avocat ayant prononcé le mot climat pour expliquer la raison pour laquelle son client, ou plutôt la personne qu'il défend, est traduite en justice, a été condamné également. Et donc le militant a été condamné deux fois. Une fois pour avoir commis une infraction à la loi, et une deuxième fois pour outrage de la Cour, pour avoir osé prononcer le mot climat malgré l'injonction du président de la Cour. Et on a en France donc des peines qui sont pas très sévères, mais qui sont néanmoins dissuasives pour les jeunes militants du climat. C'est des jours amendes, travaux d'intérêt généraux. On a parfois des petites peines de prison avec sursis, avec inscription au casier judiciaire, et beaucoup de jeunes militants s'interrogent sur le fait que, effectivement, ils ne pourront plus passer de concours, continuer à leurs activités professionnelles. Et donc, on a en Allemagne, en Espagne, en Italie, une augmentation progressivement du quantum de la peine prononcée par les tribunaux, qui vient aussi montrer qu'il y a une répression aussi sur le plan judiciaire. Et l'objet de ce rapport, de ce deuxième rapport, est précisément de rappeler ce que dit le droit international et comment les États, sur le plan politique, sur le plan judiciaire, doivent répondre aux obligations du droit international des droits humains. Valérie, un dernier mot, si vous permettez, sur le rôle des médias, puisqu'en fait, on a affaire à des journalistes aujourd'hui. Moi, je suis frappé de voir également que dans un grand nombre de pays, on a les grands médias populistes, populaires, qui en fait jouent un rôle extrêmement néfaste pour disqualifier les militants du climat. Et donc le rôle des médias est également un rôle extrêmement important. On voit le meilleur et le pire. On voit des médias qui, par exemple, comme The Guardian en Angleterre ou Le Monde de l'environnement en France, on a le même en Espagne avec El País, venir décrypter en fait l'action. Et donc, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes bloque un accès à un aéroport ou jette de la soupe sur un monument, on vient non seulement couvrir l'événement lui-même, mais également tenter d'expliquer les raisons, sans pour autant les justifier, mais expliquer les raisons pour lesquelles les militants ont décidé d'utiliser des méthodes non conventionnelles. Et ce rôle de décryptage, il est extrêmement important de la part des journalistes. Et moi, quand je lis certains médias en Grande-Bretagne avec des titres gros comme ça qui viennent disqualifier les militants du climat, je suis outré et évidemment en colère de voir quel impact ça peut avoir sur l'image ou la perception par la population de ces jeunes militants qui essaient simplement de rappeler aux États l'obligation qu'ils ont prise de mettre en œuvre les accords de Paris de 2015. Alors, nous avons une première question de François Delaunay. Oui, bonjour à tous. Euh, bon, c'est plus des réflexions que des questions. Donc, c'est vrai que c'est assez atterrant de voir ce constat. C'est surprenant dans c'est difficile à imaginer qu'on ait pu atteindre une telle dérive. Ça me rappelle, moi, les combats antimilitaristes des années 70-80. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre cette désobéissance civile et le cadre des objecteurs de conscience qui protégeaient à l'époque les contestataires? Premièrement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à rappeler? Semble-t-il, on avait des droits à cette époque qui semblent avoir été totalement oubliés aujourd'hui. Deuxième petite remarque, qu'en est-il de l'Asie sur ces sujets-là? Et puis, effectivement, troisième remarque que j'avais notée, mais on a commencé à en parler, c'est la question de la presse et des journalistes en particulier. C'est vrai qu'on a commencé à voir apparaître
des répressions de la liberté d'informer et puis notamment autour des méga-bassines. Donc voilà, donc c'est pour engager le débat et ouvrir les discussions. Merci à vous en tout cas. Oui, merci, merci pour ces questions, effectivement, qui sont tout à fait justes. Et ce qu'on avait connu à l'époque avec les objecteurs de conscience, c'était effectivement ce qu'on appelle de la désobéissance civile. C'était un acte qui était une infraction délibérément commise par les personnes qui refusaient de faire leur service militaire. Donc, et la désobéissance civile, en fait, elle existe depuis très très longtemps. Elle est bien connue. Elle a été fait l'objet de nombreux ouvrages sur le plan sociologique, sur le plan philosophique et sur le plan juridique également. Sur les médias, moi, ce qui me frappe effectivement, c'est que, et j'ai eu l'occasion de le dire, lors de grands événements comme l'affaire des méga-bassines ou l'affaire de l'autoroute A69 en France, on a vu effectivement la liberté des médias être mise en cause. Et lorsque j'étais dans le Tarn avec le préfet du Tarn pour lui parler de la question des écureuils et du fait que les journalistes étaient exclus du périmètre des opérations, j'ai eu une discussion très approfondie avec le colonel de gendarmerie qui commandait les forces de l'ordre sur place. Ils m'ont expliqué que dans le cadre d'un schéma de maintien de l'ordre classique, les journalistes ont l'autorisation, peuvent couvrir un événement, mais dès lors qu'il y a une opération judiciaire, il appartient à l'autorité judiciaire de définir le périmètre dans lequel les journalistes peuvent intervenir ou non. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour ceux qui ont encore les images en tête de ce qui s'est passé sur place, précisément le périmètre judiciaire était déterminé par une route dans laquelle il y avait un petit ravin. Et donc on mettait les journalistes dans le ravin avec impossibilité d'avoir des images, de couvrir l'événement lui-même, en prétendant que le périmètre leur interdisait de rentrer sur la route. Alors que la route était effectivement une route sur laquelle les véhicules passaient, mais curieusement, les journalistes étaient exclus de la route sur laquelle les voitures passaient. Et donc, vous avez vu que Reporters sans frontières, mais également la direction régionale de France 3 a protesté contre le refus du préfet de laisser les journalistes opérer dans le périmètre qualifié de judiciaire. Et on voit que c'est quelque chose qui se passe à l'heure actuelle dans beaucoup de manifestations. Les policiers sont maintenus loin de l'événement, à distance, comme si le fait de couvrir un événement rendrait l'événement populaire et donc risquerait de créer de la sympathie par rapport aux personnes qui manifestent souvent pacifiquement pour protester contre l'inaction des États. Question d'Esther Amar, je crois. Ah. Oui, Valérie et Michel, bonjour. Je voulais vous demander si vous êtes en rapport avec Scientifiques en rébellion, éventuellement. Et aussi, mais vous avez répondu en partie à la question il y a un moment, les assassinats de militants écologistes sont assez peu médiatisés. À quoi est-ce dû selon vous? Alors effectivement, donc, je suis en contact avec Scientifiques en rébellion en France, mais également sur le plan international. Et il m'est arrivé souvent d'être appelé comme témoin dans un procès, en France comme à l'étranger, avec un représentant de Scientifiques en rébellion. Ça a été le cas récemment à Créteil, où le scientifique en rébellion venait plutôt expliquer aux juges l'importance du combat climatique, en quoi il était légitime, alors que moi je venais plutôt rappeler l'impact des mesures internationales, du droit international sur la protection des militants environnementaux. Donc j'ai une bonne coopération avec Scientifiques en rébellion, ainsi qu'avec d'autres mouvements qui travaillent sur le sujet. C'est-à-dire qu'avec les médias, j'ai également une bonne coopération, notamment parce que on voit beaucoup de médias être, à l'heure actuelle, victimes de ce qu'on appelle des procès bâillons. Vous connaissez donc cette mécanisme par lequel une entreprise essaye de museler un journaliste d'investigation ou un média d'investigation, l'empêcher de couvrir une enquête qui mettrait en cause la réputation d'une entreprise. Et j'ai à l'heure actuelle de nombreux cas de journalistes étrangers, notamment qui viennent vers le mandat pour porter plainte pour ces tentatives de dissuasion en utilisant ces méthodes musclées qui, heureusement, vont être régulées à l'heure actuelle par des mesures décidées sur le plan européen, sur la question de la liberté des médias. Qu'est-ce qui, selon vous, explique politiquement ou peut-être philosophiquement ce durcissement de pouvoirs publics européens vis-à-vis de
finalement de défenseurs d'une cause qui est celle du climat? Est-ce parce que le climat finalement oblige les États à revisiter toute leur politique de développement? Est-ce que c'est plus profond que ça? Alors, j'ai pas à l'heure actuelle toutes les explications, mais en tout cas des embryons d'explications dans certains pays. On voit en tout cas dans des pays comme la Grande-Bretagne l'impact des sociétés, des grandes sociétés internationales, notamment du pétrole, mais également du transport, sur des mesures décidées par le gouvernement. Très clairement, une des récentes législations en Grande-Bretagne est directement inspirée par des compagnies pétrolières, et on voit les compagnies pétrolières, mais également les compagnies de transport, les compagnies autoroutières également développaient une activité assez importante, utilisant des cabinets d'avocats internationaux avec des financements importants pour essayer de museler les militants qui bloquent l'accès à un aéroport ou l'accès à une autoroute ou qui protestent contre le poids que les entreprises de pétrole ou de gaz font peser sur l'économie nationale ou la décision par les États d'autoriser de nouvelles prospections, de nouvelles exploitations à des entreprises de pétrole ou de gaz. Et puis il y a un contexte également qui est le fait que les États à l'heure actuelle sont un peu embarrassés par le fait que bien évidemment ils sont de plus en plus eux-mêmes condamnés par la justice internationale pour inaction climatique, hein. C'est le cas en France, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Belgique ou ailleurs. Et on voit ces condamnations de plus en plus importantes de la part de la communauté internationale venir aussi faire peser la responsabilité sur les États. Et on a à l'heure actuelle aussi un grand nombre de plaintes individuelles, plus de 3000 à l'heure actuelle, pour inaction climatique devant les États. On a aujourd'hui une réponse qui est attendue de trois grands dossiers devant la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de l'inaction du climat. Et on voit que cette multiplication d'actions judiciaires contre les États, bien évidemment, embarrasse les États qui, à l'heure actuelle, sont confrontés à un double défi. Le premier, c'est de faire face à la dette à laquelle ils ont malheureusement affaire, et puis le fait que, étant assez inactifs ou pas assez actifs pour mettre en œuvre les accords de Paris, eh bien, de plus en plus, on voit qu'il y a une poussée de la part de la population pour mettre en œuvre de manière plus rapide les décisions prises par les États à Paris en 2015, au moment de la signature des accords de Paris. Donc ce double poids des lobbies internationaux, des pétroliers, des entreprises de gaz, des transports également, et puis le poids de cette action judiciaire internationale fait peser sur les États quelque chose qui en fait embarrasse les États, et on peut craindre effectivement que certains pensent que, il y ait trop de sympathie dans la population et que ça mettra en danger ou en péril certains gouvernements à l'heure actuelle. Y a-t-il d'autres questions, chers concerts, chers confrères? Non? Peut-être si éventuellement, Valérie, votre rapport, pardon, vous avez dit qu'il allait être publié dans combien de temps à peu près? Alors, pour l'instant, j'ai prévu de le faire sortir en septembre. Euh, Septembre. D'accord. mais j'ai pas encore de date ça dépend évidemment des retours que j'ai, des consultations que j'ai et de la complexité que certaines situations nationales peuvent avoir. Le fait qu'on a en fait en Europe deux grands systèmes judiciaires, hein, en droit continental et puis le droit anglo-saxon, le soft law complique un peu la tâche puisque les mesures apportées par les systèmes judiciaires diffèrent bien évidemment en fonction du système judiciaire qui est pratiqué dans ces pays-là. Hmm. Vous espérez quoi à la suite de la publication de ce rapport? Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre comme mesure pour davantage protéger les militants? Parce que ce que vous décrivez est tout simplement cauchemardesque. Oui. Euh, on a l'impression d'être confronté à une espèce de dystopie où ceux-là même qui sont les plus engagés physiquement et intellectuellement, c'est-à-dire les plus jeunes, les plus concernés, sont aussi les plus menacés. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer après la publication de ce rapport? Alors, le premier rapport, donc le papier de position du mandat, avait pour but d'attirer l'attention des États, également de la communauté internationale, sur une situation que peut-être beaucoup n'ont pas perçue, et le fait que c'est pas un phénomène national, mais c'est un phénomène à l'heure actuelle européen dans son ensemble, de la grande Europe, je veux dire par là. Et donc, j'attends d'abord une prise de conscience de la part
d'un plus grand nombre. Et le rôle des médias est important aussi pour faire connaître cette situation, faire montrer l'importance et de la gravité que ça peut avoir sur le plan européen, sur l'avenir que ça fait, enfin, les menaces qui pèsent sur l'avenir également doivent être pointées. Et ce que j'attends après du deuxième rapport, c'est que les États prennent la mesure du fait qu'il existe un droit international, que ce droit international doit être respecté par les États et qu'il y a sans doute un travail à faire de pédagogie auprès des systèmes judiciaires, des magistrats des pays, pour que eux, dans leurs décisions, prennent non seulement en compte l'acte lui-même, mais la motivation des personnes qui ont commis un acte de transgression d'une loi nationale. Et donc ce travail de pédagogie mérite d'être fait. J'espère que le rapport contribuera à aider les États à développer sur le plan national une espèce de mesures nationales permettant de mieux guider les systèmes judiciaires dans la réponse apportée à la désobéissance civile. Est-ce que les avocats se saisissent de ce droit international? Alors, il y a effectivement un grand mouvement de sympathie de la part des avocats et souvent d'avocats internationaux, de firmes internationales. Certaines d'entre elles, c'est le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. On a des barreaux entiers qui ont signé des appels à leurs confrères demandant de ne plus poursuivre, enfin, je parle des procureurs, de ne plus poursuivre les militants du climat de la même manière et qui appellent les avocats également à être plus nombreux à défendre ces jeunes militants qui souvent n'ont pas les moyens d'assurer leur défense. Et souvent, il y a une prise en compte de la part d'avocats de faire un peu de pro bono, comme on dit, de travail bénévole pour soutenir les militants qui sont à l'heure actuelle menacés. C'est important aussi parce que pour moi, à l'heure actuelle, le constat que je fais, c'est que beaucoup de militants sont condamnés en première instance et beaucoup hésitent à aller en appel et donc en cassation parfois par manque de moyens parce que aller en appel, ça implique de dépenser 3 000, 4 000 euros auprès d'un avocat et beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de le faire. Ce qui fait que peu de dossiers prospèrent sur le plan de la chaîne pénale nationale, ne vont pas en appel et donc à la cassation. Et des entretiens que j'ai pu avoir avec la Cour européenne des droits de l'homme, j'en retiens que la Cour européenne est peu saisie à l'heure actuelle de dossiers de militants du climat ayant été condamnés sur le plan national, ayant épuisé les voies de recours internes et décidant d'aller devant la Cour européenne. Et donc c'est important que les avocats également aident les militants à faire prospérer leurs dossiers en appel, éventuellement en cassation pour ensuite aller devant la Cour européenne, pour qu'un jour peut-être on ait un arrêt pilote qui viendrait éteindre tous les contentieux du même type en Europe. Une question de Dominique Martin-Ferrari. Dominique, allô, allô. Montpellier. Alors, je vais lire sa question. Peut-on revenir sur la question concernant le détricotage du pacte vert? Y aura-t-il, oui, Dominique, en fait, craignait que la publication de votre rapport au mois de septembre intervienne un petit peu trop tard au regard, j'imagine, des élections européennes. Oui, alors c'est malheureusement en fait la difficulté à laquelle on est confronté. Il faut que c'est un rapport donc qui est un rapport officiel des Nations Unies, donc il doit être bien évidemment l'objet d'un examen approfondi de la part des juristes également. Et donc ça prend du temps. C'est aussi ce qui retarde la publication de ce rapport. Là, on est confronté au principe de réalité qui fait que, étant dans une organisation intergouvernementale, on est obligé de respecter les règles internes de cette organisation. Ça devient effectivement un peu trop tard. J'aurais aimé que ça sorte beaucoup plus tôt. J'ai fait pression pour que le premier rapport, qui soit l'état des lieux, permette au moins de brosser un état de la situation et permette aux politiques de s'emparer de ce premier dossier ce premier rapport pour en tirer les conséquences. Est-ce que les institutions onusiennes peuvent, d'une façon ou d'une autre, d'une part aider à faire passer ces messages et d'autre part peut-être faire pression sur les États pour qu'ils allègent un petit peu leur corpus juridique, on va dire? Alors, sur le plan de la communication, il y a un très bon relais de la part des Nations Unies. Le rapport a été largement diffusé. Il est à l'heure actuelle en cours de traduction dans plusieurs langues plus compliquées pour qu'il soit mieux connu, mieux perçu par un plus grand nombre. Après, les Nations Unies n'ont pas pour vocation de faire directement pression sur les États, mais en utilisant des méthodes un peu sophistiquées, disons,
d'information, d'indication, d'assistance technique, ils peuvent effectivement aider les États à développer des mesures qui sont plus conformes au droit international. Et donc, c'est aussi un rôle que le PNUD joue sur le plan international, que les résidents coordonnateurs des Nations Unies dans les pays jouent à l'heure actuelle pour aider les États à développer des législations qui soient conformes au droit international et donc alerter également les États sur le fait que certaines mesures prises seraient en contradiction avec des engagements pris par l'État précédemment. Donc il y a un rôle pédagogique que jouent certainement les Nations Unies sur le plan international. Un rôle pédagogique, en tout cas, qui, sur le plan du climat, est très clairement énoncé dans l'accord de Paris. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les implications avec la Convention d'Aarhus, parce que je ne suis pas certain que tout le monde l'ait bien en tête. Oui, alors très rapidement, cette convention, donc une convention extrêmement intéressante qui a été adoptée en 1998 et qui rassemble 47 États à l'heure actuelle, essentiellement de la Grande Europe. C'est un peu le même périmètre que la Convention européenne des droits de l'homme, avec la particularité que l'Union européenne en tant que telle est également partie à la Convention, ce qui veut dire que l'Union européenne en tant que telle est liée par les dispositions de la Convention. Et par exemple, toutes les institutions, comme la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne de reconstruction, est également liée par cette Convention, qui est bâtie sur trois piliers. Le premier, c'est l'accès à l'information. Dès lors qu'un projet vient avoir un impact sur l'environnement d'un groupe, d'une communauté, d'un village ou d'une ville, eh bien, il y a obligatoirement pour l'État une obligation de fournir une information. Et fournir l'information, c'est pas uniquement dire elle est sur un site web, mais c'est donc une activité proactive permettant à tout le monde de comprendre de quoi le projet va être constitué. Le deuxième pilier, c'est le droit à l'accès à l'information, à la consultation, je veux dire. C'est la consultation du public qui prévoit que dès lors qu'un projet va bousculer l'environnement d'une personne, d'un groupe, d'un village ou d'une communauté, eh bien, elle doit être obligatoirement consultée. Ça ne veut pas dire que la consultation fait qu'ils ont le pouvoir de dire non, mais au moins ils doivent être consultés et on constate qu'à l'heure actuelle, ce processus d'information et de consultation, il est pas tout à fait à la hauteur de ce qui est attendu de la part des États. Et le troisième pilier, un pilier nouveau, c'est l'accès à la justice environnementale dès lors que des personnes estiment que l'information est insuffisante ou que la consultation n'a pas été menée de manière appropriée, eh bien, ils ont le droit de saisir la justice nationale ou internationale pour aider ou forcer les États à mettre en œuvre des dispositions de la Convention. Et ce qui est intéressant, c'est que cette convention est juridiquement contraignante. Il y a donc un comité, on appelle le comité de conformité, qui reçoit régulièrement des plaintes de la part d'institutions sur le non-respect par l'État de principales dispositions de la convention. En France, c'est beaucoup France Nature Environnement qui a saisi le comité de conformité de plaintes pour absence d'information ou consultation non conforme au droit international par la France ou par des municipalités ou par des collectivités territoriales. Quelle pourrait être l'évolution du droit s'il y a nécessité de le faire? Est-ce que ça doit intervenir selon vous au niveau de l'Union européenne ou est-ce que ça doit être une réponse État par État? Est-ce que c'est une réponse législative ou réglementaire ou est-ce qu'il suffit simplement d'appliquer convenablement les textes en vigueur? Alors, mon espoir, il reste toujours que le rapport que je vais publier bientôt servira à l'Union européenne pour avoir une réflexion collective, c'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Union européenne en elle-même, euh, pour réfléchir sur la manière de mettre en œuvre certaines des recommandations qui vont dire de mon rapport. Mais bien évidemment, après, il appartient à chaque système national disons, de mettre en œuvre ou de transposer des dispositions prises sur le plan. C'est un peu comme les directives européennes. Une directive vient consacrer le fait qu'il y a un accord de l'Union européenne sur une mesure à prendre, et ensuite la directive doit être transposée sur le plan national, et chaque État a 2 ans pour transposer cette directive sur le plan national. Donc j'espère que dans la réflexion qu'on va mener sur le plan européen, avec l'Union européenne et les États, on arrivera peut-être à avoir, pas forcément une directive, en tout cas une instruction permettant de guider les États dans la réponse à apporter à la désobéissance civile, et qu'ensuite chaque État transposera à sa manière des décisions qui seront adoptées sur le plan européen. Pas d'amendement, en revanche, à la Convention d'Aarhus, justement. Alors, ça pourrait être, il y a également donc un amendement à la Convention européenne qui est en cours. Il y a un projet à l'heure actuelle de protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
sur l'environnement qui pourrait être aussi un vecteur par lequel on pourrait imaginer que les militants soient protégés par ce nouveau protocole additionnel à la Convention européenne. Ça, ce protocole est discuté dans quel cadre et C'est un protocole qui est dans cours de discussion euh, à Strasbourg, donc dans le cadre du Conseil de l'Europe. C'est un protocole additionnel à la Convention européenne qui porte sur l'environnement en général. et ça, vous avez une idée de l'échéance à laquelle il pourrait avoir force de loi? Écoutez, comme toujours, en fait, il y a des dynamiques qui se jouent, donc il y a des États qui sont extrêmement réticents, qui disent que la convention est déjà assez large comme ça, ne chargeons pas la barque. D'autres États qui disent que précisément à cause de l'environnement dans lequel on vit et les échéances prochaines, les menaces qui pèsent sur la planète, il est urgent de ne plus attendre. Donc pour l'instant, il faut attendre de voir comment cette dynamique se joue sur le plan européen, de la grande Europe. Mais en tout cas, certains États sont disposés à avancer de manière assez active vers la rédaction d'un protocole additionnel à la Convention européenne. Est-ce que dans vos fonctions antérieures, vous avez déjà connu finalement un climat aussi nocif vis-à-vis des activistes, que ce soit des activistes en faveur des droits de l'homme ou... Écoutez, oui, c'est clair que le mandat que j'avais était un mandat international, donc j'ai fait beaucoup de missions, notamment en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans lequel je voyais que les militants étaient extrêmement menacés. Et je repense à la question qui m'a été posée tout à l'heure. C'est vrai que ce qu'on voit en Europe est en termes de gravité pas de même nature que ce qu'on peut voir en Amérique latine. Donc on sait que il y a des rapports publiés par les ONG, comme par exemple Global Witness, que vous connaissez, qui montrent que sur les 200 assassinats de défenseurs chaque année, 80% touchent des militants de l'environnement, et ce dans un petit nombre de pays d'Amérique latine, comme la Colombie, le Pérou, le Mexique pour les journalistes, qui est le pays le plus dangereux pour les journalistes, et des pays d'Afrique, et puis les Philippines en Asie. Et donc, effectivement, la situation sur le plan international est loin d'être à la hauteur voilà, des attentes de la part des militants. En Europe, c'est le droit de manifester qui est à l'heure actuelle menacé, le droit d'expression, la liberté d'expression est également menacée, et donc c'est aussi quelque chose qui est un élément à prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on a un degré de gravité sur le plan des atteintes aux droits humains qui est différent que pour autant on ne doit pas prendre en compte ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe, qui a aussi un impact sur le plan international. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'États qui prenaient exemple sur l'Europe en disant si en France, en Allemagne, en Italie, vous vous permettez ce genre de choses, eh bien, ça légitime le fait que chez nous également, on prenne des mesures similaires. Et donc, le rôle pédagogique, le rôle d'exemplarité que joue l'Union européenne est également mis en péril par des décisions qui sont prises par l'Union européenne sur ces matières. Ce qui était drôle, c'est que lors de la COP Climat 28 qui s'est déroulée à Dubaï à la fin de l'année passée, il y a eu une grande manifestation, il y a toujours une grande manifestation autour des COP, et là, comme les autorités émiriennes ne voulaient pas que ça ait lieu sur la voie publique, la manifestation s'est déroulée dans l'enceinte onusienne de la COP, mais l'ONU a quand même vérifié que les mots d'ordre, les banderoles, etc., n'offensaient personne. Il y avait une sorte de censure préalable, en quelque sorte. Bon, c'était très soft, mais quand même, la tentation était grande. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté en Égypte également, donc à Sharm el-Sheikh, on l'a vu dans les Émirats. On peut craindre, et on est certain que en Azerbaïdjan, pour la COP 28, la COP 29, ce sera la même chose. Et en Là, Colombie. pardon? Et en Colombie. Non, non. C'était en Et en Colombie pour la COP Cap biodiversité. 16. Ouais, ouais. Ah oui, en Colombie, bien sûr. Et là, je parle de l'avenir, en fait. Et la COP 30 au Brésil sera un peu différente. Et là, je pars dans une semaine au Brésil pour rencontrer les autorités, précisément avec l'idée que la COP 30 au Brésil pourrait être marquée par une différence notable en matière de participation de la société civile. Et Valérie, vous avez raison de rappeler que à Dubaï, j'y étais, moi, ça a été extrêmement difficile. On a vu des ONG comme Amnesty ou d'autres vouloir simplement rappeler le nom de Ahmed Mansour, donc un militant émirati un peu emblématique, emprisonné. Et il y a des discussions extrêmement compliquées avec les Nations Unies, qui sont liées non pas aux Nations Unies,
mais qui sont liées au fait qu'il y a un accord qui est négocié entre le pays hôte, qu'on appelle le pays siège, et les Nations Unies sur la sécurité apportée aux événements comme les grands événements comme les COP. Et dans l'accord qui est négocié entre les États et les Nations Unies, il faut trouver un bon équilibre entre la liberté d'expression et de manifestation et les décisions prises par les autorités nationales de réprimer les militants qui souhaiteraient sortir dehors pour manifester. Et malheureusement, en fait, dans ce genre de discussion, c'est toujours l'État qui est l'hôte de la manifestation qui a le dernier mot. Et donc, c'est ce qui explique les raisons pour lesquelles il y a eu tant de réticence à voir des événements se dérouler sur voie publique. Parce que quand même, Valérie, n'oublions pas que, je ne sais pas si vous y étiez, mais à Sharm el-Sheikh, même en Égypte, même dans le climat qu'on a connu, il y a eu une manifestation à l'extérieur de la COP. Absolument. Tandis qu'aux Émirats, c'était totalement impossible. Et donc, on imagine que en Azerbaïdjan, ce sera également la même chose, d'où la nécessité d'inventer avec les Brésiliens une COP 30 différente de ce qu'on a vécu dans les trois dernières COP. Une question d'Hélène Hutto, je crois. Oui, alors bah, juste, je pense il a à moitié répondu, mais je voulais juste une précision sur justement cette évocation de la COP30 au Brésil et la participation de la société civile. Qu'est-ce que vous dites que ce serait particulièrement notable et différent d'habitude? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ça vient du fait que moi, j'ai beaucoup entendu, en voyageant dans mes missions à l'étranger, j'ai beaucoup entendu de militants. Alors, c'est valable non seulement pour les COP climat, mais les COP aussi, les autres COP, comme par exemple la COP biodiversité. Donc, les Merci. militants nous disent, ils décident pour nous, ils vont dans ces réunions internationales, ils engagent l'avenir de l'humanité, ils reviennent avec un document qui a été signé, dont ils ne nous parlent pas, ils mettent en œuvre ensuite sur le plan national des décisions prises sur le plan international. Bref, on est exclu de la table des négociations. Et donc l'idée de la COP 30 au Brésil, ça va être de trouver un certain nombre d'États qui vont être alliés d'une initiative nouvelle qui va être lancée à l'occasion de la COP 30, par laquelle les États s'engagent à mieux intégrer avant les COP, dans les COP et après les COP, la société civile et notamment les personnes affectées par les décisions qui seront prises, hein. Alors la mécanique n'est pas encore totalement arrêtée, mais l'idée est qu'au Brésil, on annonce une nouvelle forme de participation de la société civile dans ces COP. À l'heure actuelle, vous savez que, par exemple, dans les salles de négociation, tout le monde n'est pas autorisé, il faut un badge spécial. Seuls ceux qui sont autorisés peuvent aller dans les salles de négociation. Donc l'idée est de voir de quelle manière certains États pourraient prendre la mesure de la difficulté et donc anticiper en invitant dans leur délégation des militants du climat, par exemple, autorisés à prendre la parole au sein de la délégation du pays concerné, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, même si les États à l'heure actuelle consultent beaucoup la société civile, mais ils ne sont pas autorisés à prendre la parole lors des négociations interétatiques. Mais il y a certains États du Sud qui ont dans leur délégation des représentants d'ONG, alors qu'ils ne peuvent pas prendre la parole officiellement, mais qui les conseillent, Oui, tout à qui fait. servent de spin-doctor. C'est le cas, c'est même le cas de la France également. Donc, il y a il y a une délégation extrêmement importante, 500 personnes aux Émirats. Et la délégation française consulte beaucoup la société civile, mais là, en fait, la vraie difficulté, c'est que lorsqu'il s'agit d'élaborer les textes, d'introduire des éléments de langage, des reformulations, l'introduction de nouveaux paragraphes, là, la société civile ne peut le faire que par le biais d'une prise de parole de la part de la délégation. Là, l'idée est de faire en sorte qu'on puisse favoriser l'expression d'une autre manière pendant les discussions interétatiques. Et alors, il faut réguler tout ça, l'écrire à l'avant, mettre en place des règles qui permettent de clarifier les choses, d'éviter la cacophonie. Mais l'idée, c'est que vraiment, les personnes affectées par les décisions soient réellement partie prenante d'une décision qui va être prise par leur État au nom du pays, au nom de la population du pays concerné. Vous avez une idée du moment où cette initiative sera un peu, comment dire, cristallisée? Oui, alors à l'heure actuelle, donc, elle a fait l'objet déjà de plusieurs discussions avec des États alliés. Des réunions informelles ont eu lieu à différents événements. Il y en a eu une réunion qui a eu lieu lors de la COP dans les Émirats. Il y a à Genève des réunions qui sont des réunions pour l'instant confidentielles dans lesquelles on réunit les délégations d'États alliés pour gagner de plus en plus d'amis, d'alliés de l'initiative. Et donc, on n'a pas d'idée à l'heure actuelle du moment où ça va être annoncé, mais moi, je pars la semaine prochaine pour le Brésil pour discuter avec eux et j'espère avec d'autres amis qui sont des membres d'ONG internationales.
J'espère qu'avec eux, on aura l'occasion de discuter plus concrètement et que des annonces pourront être faites sur le processus de co-création de cette initiative. Ce qui est paradoxal, c'est que la ville hôte de la COP30, c'est l'une des villes du Brésil où il y a le moins de capacité d'hébergement. Donc, il y aura une espèce de hiatus entre cette ouverture. Là, effectivement, ça fait partie des paramètres qu'il faut qu'on discute, hein. Camping. François, tu as une question? Non, oui, je voulais savoir combien de personnes dans votre équipe à Genève et quels pourraient être pour nous les moyens de se tenir un peu plus au courant Alors, du sujet. c'est une équipe qui est en cours de construction, qui pour l'instant D'accord. comporte sept staffs, hein, donc de différents niveaux. J'ai également, donc je l'ai indiqué au début, un soutien important de la part de fondations qui me donnent également des moyens supplémentaires. Et donc, il y a un site qui, pour l'instant, n'est pas très, très visible, qui est le site des Nations Unies sur lequel l'information sur le mandat est donnée. Il y a, pour l'instant, quelques lettres d'allégation et réponses de la part d'États ou d'entreprises qui sont intéressantes à étudier. Il y en a une sur le Guatemala, par exemple, qui implique une société suisse. Il y a un journaliste guatémaltèque, mais il y a d'autres informations que, on peut consulter. Et puis, je peux partager avec Valérie donc l'adresse générique email du mandat pour que tout le monde l'ait et éventuellement s'inscrive sur une liste de diffusion du matériel qu'on produit ou bien des communiqués de presse que nous sortons régulièrement. Super. Avec plaisir, oui, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Bon, moi, je voulais savoir si vous avez un classement comme celui de Reporters sans frontières et si vous travaillez un petit peu avec eux ou pas du tout. Vous êtes complètement autonome. Alors nous sommes autonomes, mais nous dépendons beaucoup du travail des ONG et Reporters sans frontières, comme d'autres ONG, fait partie de nos sources d'information, des relais également sur plusieurs dossiers. On travaille beaucoup avec eux, comme on travaille avec d'autres. Et Alors, dernière chose, Et j'ai pas répondu à la question. Et par contre, effectivement, il n'y a pas de, j'ai pas de liste noire d'État. En fait, l'idée, c'est d'apporter une information, d'éclairer ensuite la décision et d'aider tous les États à faire mieux, sans pour autant faire un classement qui, pour moi, serait très difficile à faire, en fait, hein. et- oui, ce que je voulais demander, concernant Merci. l'Asie, qui représente à peu près quand même presque une grosse moitié de l'humanité, qu'en est-il de cette question? Parce que moi, j'ai eu une coupure, j'ai pas Oui, entendu. concernant l'Asie, qui représente à peu près une grosse moitié de l'humanité, qu'en est-il de la situation? Ah, je suis désolé, je comprends pas la question. C'est un problème de Je parlais de l'Asie. la vie. L'Asie, la Chine, l'Inde, Ah, pardon, excusez-moi, oui. le Vietnam. Pardonnez-moi, Africain. Alors, effectivement, donc le mandat pour l'instant, enfin, le mandat, en fait, il a une double portée. D'abord, il s'adresse prioritairement aux États qui ont ratifié la Convention d'Aarhus, mais une des beautés de ce mandat, c'est qu'il a une capacité extraterritoriale. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'une entreprise ayant son siège dans un des pays de la zone Aarhus intervient à l'étranger, les militants qui sont menacés par les opérations à l'étranger sont également l'objet de mes communications. Mais pour des pays comme la Chine, par exemple, là, le mandat est totalement il ne peut pas agir parce qu'il n'a aucune prise sur la Chine, qui n'est ni partie de la Convention d'Aarhus, qui a ses propres moyens d'intervention à l'étranger. Pour le Vietnam, c'est un peu différent, parce qu'il y a pas mal d'entreprises européennes à l'heure actuelle qui interviennent au Vietnam et qui peuvent aider ou pousser les Vietnamiens à agir de manière un peu différente. Mais vous avez raison de souligner que le mandat, il est très limité sur le plan géographique et que c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait qu'on aille un peu plus loin pour avoir un mandat universel portant sur la question de la protection des défenseurs de l'environnement sur le plan international. J'ajoute cependant qu'il y a deux autres mandats avec lesquels je travaille qui sont des mandats universels. Le premier, c'est le rapporteur spécial sur le droit à l'environnement sain, qui vient d'être renouvelé récemment. Donc, c'est une femme de Colombie qui a été nommée, je crois, du Mexique. Et le deuxième, c'est le rapporteur spécial sur le climat et les droits humains, qui est également un mandat universel, qui a des possibilités extraordinaires d'intervention auprès des États et qui participe avec moi et avec d'autres à toutes les négociations pré-COP. Merci.
Alors, s'il n'y a plus de questions, je crois que je vais tous vous libérer. Merci beaucoup, Michel Force, de nous avoir accordé ce temps que je sais précieux. Si effectivement vous pouvez nous envoyer les coordonnées pour qu'on puisse s'inscrire à votre liste des diffusions, ce serait parfait. Et puis, ben, on vous réinvitera sûrement après la publication du rapport définitif. Voilà, merci pour l'invitation et puis merci de relayer cette information auprès de vos publics. À très bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir, merci. Merci.